Bonjour Sabina. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower, je suis très contente de t'accueillir sur le podcast. Après notre rencontre, il y a très peu de temps, je crois que c'est la première fois que je reçois aussi vite quelqu'un après l'avoir rencontré, mais vu qu'on était déjà un peu en train de parler de tes projets, je me suis dit autant l'inviter sur InPower. Donc pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Alors, me présenter de la façon dont je me souhaite. En fait, comme j'ai écouté le podcast de Léa Salamé, enfin que tu as fait avec Léa Salamé quand j'étais en train d'arriver ici, j'ai un peu réfléchi. Donc j'ai décidé de dire... elle a brainstorm. C'est clair, je me suis auto-brainstormée il y a une demi-heure. Bon, déjà, je m'appelle Sabina. J'ai 33 ans, bientôt 34. Je suis née en Roumanie, mais j'habite à Paris depuis très très longtemps, beaucoup d'années. Et je suis quelqu'un de très très déterminé dans la vie. Et j'ai beaucoup d'autodérision. Voilà, je tenais à le dire. Parce que je pense que c'est pas forcément quelque chose qu'on sait quand on suit les gens sur les réseaux. Parce que je suis créatrice de contenu et donc je suis suivie sur les réseaux sociaux. Et je suis aussi créatrice tout court puisque j'ai ma marque de vêtements qui s'appelle Pushka, que j'ai lancée il y a 1 an maintenant. Et voilà. Vas-y, pardon, je t'ai coupé, Non, tu voulais rajouter un truc? Non, mais j'allais dire, j'aime bien le fait que tu commences en parlant de ta personnalité. C'est vrai qu'on le fait pas forcément, vu qu'on est on est dans une société qui préfère les étiquettes, ou en tout cas le fait de pouvoir mettre un peu des gens dans des cases. Sauf que, voilà, créatrice de contenu, en fait, il y en a plein de différentes et chacune a sa patte, chacune a son univers. Donc, écoute, moi, il y a des questions qui me viennent déjà. Déjà, le passage en France, t'en souviens ou non? C'était vraiment quand t'étais toute petite t'as pas le souvenir de cette différence culturelle Si, parce que en fait, j'étais toute petite puisque j'avais 1 an et demi ou 2 ans. C'était juste après la chute de Ceausescu. D'accord. Donc, je suis née en 88 à Brașov, en Transylvanie. J'aime bien le dire parce que c'est stylé quand même comme région. Et on fantasme beaucoup dessus. Mais c'est une très très belle région. Et mes parents sont partis de Roumanie en 89, enfin début 90, juste après la Révolution. Donc j'étais toute petite. Donc je ne m'en souviens pas. Mais puisque j'ai grandi en France pour moi toute ma vie. Mais je parle roumain couramment. Je parle roumain avec mes parents. Je vais en Roumanie très souvent, quand même, 1 à 2 fois par an minimum. Et j'ai vraiment, pour moi, la double culture, même si je me considère plus française, parce que forcément, toute ma vie culturelle, sociale... c'est fait ici, ma langue maternelle, je pense en français. C'est un peu bizarre à dire, mais voilà. Aujourd'hui, je me force à parler avec mon bébé en roumain. Ça ne me vient pas forcément naturellement. Mais j'ai quand même la double culture. Ok. Et c'est une force pour toi, le fait d'avoir ces origines-là et de grandir dans un autre pays? T'as pas eu un moment... je sais pas, je trouve parfois ça peut être difficile de s'affirmer, sachant qu'on a une autre culture, qu'on arrive... t'étais pas forcément avec des personnes qui avaient cette double culture. C'est marrant parce que quand j'étais petite, quand j'étais enfant, j'avais honte de pas être française. Je voulais pas que ma mère ou mon père me parle roumain devant l'école en venant me chercher. Je voulais pas que les gens voient, etc. Et alors que aujourd'hui, et même depuis l'adolescence, j'ai vite compris quand même que c'était une richesse extraordinaire, une chance, d'avoir 2 perspectives sur le monde, et puis encore plus dans le contexte actuel. Ouais, c'est vrai. J'ai vraiment, pour moi, j'ai vraiment l'esprit français, parce que voilà, encore une fois, j'ai grandi là-dedans et c'est comme ça que je me suis construite, mais je me suis aussi construite avec beaucoup d'éléments d'Europe de l'Est et roumain. Et la Roumanie, c'est un pays... c'est une langue latine, par exemple. Le roumain, c'est un pays qui a beaucoup aussi de similarités avec la France et les pays latins. Donc, ouais, donc cette richesse, tu l'as vraiment sentie. Et je crois avoir vu que tu as étudié, que tu as vécu aux États-Unis après. Non, ok. Alors, tu as travaillé pour un journal américain, c'est ça, mais de la France? Oui, exactement. D'accord. En fait, typiquement, tu vois, une des richesses d'avoir une double culture, c'est que comme j'ai 2 langues maternelles, j'ai beaucoup de facilité pour les langues. Et donc, je parle vraiment très bien anglais. Et j'ai beaucoup travaillé avec des marques américaines, j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis. Et
voilà, au fil et au gré de ces rencontres, j'ai eu l'occasion de contribuer en tant que journaliste à des titres américains, en sachant qu'à la base, j'ai une formation de journaliste. Ok. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu t'orienter vers le journalisme ? Eh ben, quand j'étais enfant, on parle vachement d'anecdotes enfance, mais en même temps, je trouve ça sympa. Bah, c'est vachement constructeur, en fait, après, Exact. Enfin, dans la personne que tu deviens. Je pense que c'est vraiment 90% de ce qui nous façonne. Hein. C'est complètement ça. Et non, je pense que ça peut paraître idiot, mais j'étais fan et j'admirais Claire Chazal. J'adorais regarder le JT. Et donc, je voulais faire comme elle. Je voulais être Claire Chazal. Et en fait, tu t'es pas orientée vers la télé, tu t'es orientée plutôt vers la presse papier, la presse digitale. Qu'est-ce qui a fait que tu te sois orientée plutôt vers ce secteur-là et pas la télé ? Je pense que ça s'est fait un peu... En fait, je pense que ce que j'avais pas compris sur ce que j'avais envie de faire quand j'ai commencé mes études et quand j'ai commencé à faire des stages, etc., c'est qu'en fait, ce que je voulais faire et ce que je voulais être, c'était être une communicante, finalement, plus qu'une journaliste. Et ce que j'aime énormément faire, c'est faire de l'image. Faire des images et de l'image. Et en fait, je le faisais puisque j'avais un Skyblog au lycée qui était très vu. Très regardé. Influenceuse à l'époque où ça n'existait pas encore. Oui, exactement. Enfin, ça commençait à exister, on va dire. Ouais. Il n'y avait pas de contrat avec des marques ou de choses comme ça, mais ça commençait à exister. Ensuite, je faisais déjà des photos à l'argentique, etc. J'ai eu des blogs sur toutes les plateformes que tu peux imaginer après, enfin Blogspot, WordPress, toutes ces choses-là. Et j'étais très geek, très internet, très internet. Donc, non, mais tu vois, les réseaux sociaux, ça a été une évidence, quoi, du coup, t'aimais à la fois l'image, t'aimais à la fois le digital, communiquer, c'est un peu la recette de ce que sont les réseaux sociaux aujourd'hui. Absolument. Et en fait, au cours de mes études, j'ai commencé à faire des stages dans des magazines féminins aux rédactions web, chose qui n'était pas cool. Et à l'époque, ça comptait pas comme aujourd'hui. Mais en tous les cas, moi, ça me convenait parfaitement. J'étais très contente d'y être. J'ai découvert l'univers du magazine, l'univers justement de la création encore plus d'images. Comment ça fonctionnait, les publicités aussi, comment fonctionnait un magazine et qu'est-ce qu'il fallait pour que le magazine tourne et puisse créer justement de belles images et être prescripteur. Après, je te fais une image qui est très jolie parce que voilà, c'est comme ça que je le voyais moi en tous les cas à l'époque, mais on va dire que c'est comme ça que j'ai évolué, que j'ai commencé à faire ce que je fais aujourd'hui. C'était pas sur Instagram, c'était pour d'autres médias. Mais ça m'a mené à ce que je fais aujourd'hui, clairement. T'as eu des désillusions ou pas dans le monde des médias quand tu y étais, dans le monde plus traditionnel ? Oui. Oui, c'est sûr que j'ai eu des désillusions. En fait, c'est surtout un monde où quand t'arrives, et surtout quand t'es stagiaire et que tu connais personne... je pense que moi j'ai vraiment quand je dis que je suis déterminée par exemple, j'ai vraiment mis le pied dans la porte pour rentrer dans les rédactions. C'était pas j'avais zéro piston. Mes parents travaillent absolument pas dans le milieu du journalisme ni de la mode ou quoi que ce soit de ce genre-là, donc c'est vraiment par ma propre volonté. Tu peux nous partager peut-être quelques conseils ou quelques méthodes que tu as mis en place pour le harcèlement. Alors, précisons, pour ne pas inciter à ce qu'on ne veut pas inciter. Oui, pardon. Non, j'envoyais mon CV et puis des lettres de motivation et je relançais jusqu'à ce qu'on me réponde, quoi. Ok. Et ça marche, parce que alors, c'est fou, moi j'ai l'impression que si quelqu'un faisait ça, je le bloquerais, tu vois. Alors que peut-être il y a une démarche un peu du style... la personne, je sais pas, vient en bas de la rédaction et puis... je sais pas, t'apportes un café avec une lettre ou non, je pense que ça me toucherait plus. Après, c'est peut-être parce que l'époque aujourd'hui fait que y a tellement de gens qui justement harcèlent, relancent sur LinkedIn, sur les mails, etc. C'était peut-être moins le cas à l'époque. Non, mais moi je téléphonais. Sortais plus du lot, quoi. Ah, tu téléphonais, ouais, c'est peut-être plus pratique aussi. C'est peut-être plus inhabituel, on va dire, donc tu te démarques un peu plus. Mais je faisais tout en fait ce que j'avais en mon pouvoir sans aller jusqu'au harcèlement, justement, parce que non, je me suis jamais présentée devant une rédaction ou pas dans mon souvenir en tout cas. Non, j'ai vraiment tout fait quand je voulais intégrer un
un lieu de travail, je faisais tout pour y arriver, quoi. Et ça a marché, du coup, c'est comme ça que tu as eu tes premiers stages Ça a marché pour certains, ouais. Ouais. Et ensuite, est-ce que c'est par recommandation de média en média que tu peux évoluer? Ouais. Complètement. Enfin, en tous les cas, pour moi, ça s'est fait comme ça. Après, une fois que tu as déjà un nom référence sur ton CV, c'est plus simple pour rentrer dans celui d'après. Si ton stage s'est bien passé, en plus, tu peux éventuellement être recommandé. Donc forcément, puis tu grimpes comme ça. Les échelons, petite pierre à l'édifice par petite pierre. Et qu'est-ce qui a fait du coup que tu décides de te lancer aussi plus, enfin je sais pas d'ailleurs si ça a été une démarche de ta part, est-ce que juste t'as continué Skyblog et quand les réseaux sont arrivés t'as basculé sur les réseaux, ou est-ce qu'à un moment tu décides d'arrêter le journalisme pour plutôt te consacrer à la création de contenu? Ça s'est fait par étapes. Déjà quand il y a eu Instagram, j'ai mis longtemps à m'inscrire dessus et j'ai absolument pas compris ce que c'était. Je croyais que c'était un logiciel de retouche. C'était un peu ça au début, faut se le dire. Oui, sauf qu'en fait, donc je me suis mis dessus et j'ai commencé à uploader. Enfin, c'était même pas uploader parce que je crois que tu prenais la photo directement. Je t'avoue que moi je crois que j'étais pas là au début d'Instagram, donc je me souviens pas, je me souviens juste qu'il y avait, mais je crois qu'il y a toujours d'ailleurs, ces filtres que tu peux mettre après tes photos. Voilà, c'est donc, en fait, ce dont je me souviens au début. Ouais. C'est ça, en fait, moi je mettais plein de photos avec plein de filtres, puis après c'était juste pour avoir les filtres, quoi. Et un jour je suis retournée dessus alors que ça faisait je sais pas, genre 3 mois que j'étais pas allée dessus, et là j'ai vu qu'il y avait des abonnés, j'ai vu qu'il y avait des gens qui me suivaient, genre 500 personnes, un truc comme ça. J'étais là, mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Genre, vraiment, j'ai pas compris. Je ne comprenais pas. J'étais là, mais pourquoi ils me suivent pour voir mes retouches photos? Ouais, c'était un truc très personnel en plus à l'époque. Bah ouais, c'est ça. Donc non, j'ai mis du temps. Mais en même temps, je pense que l'avènement d'Instagram, dans mon souvenir, il s'est pas fait du jour au lendemain. Non, totalement. Ouais, ça a été très progressif. C'était progressif. Puis il y avait toujours les blogs, il y avait Facebook qui montait vachement. On était beaucoup sur Facebook, donc... je mettais aussi toutes mes photos, mes trucs dessus. Et puis j'ai continué mes stages, j'ai continué mon freelance aussi, parce que j'ai commencé à faire moins de stages, j'ai commencé à écrire en freelance, etc. J'ai trouvé mon premier CDI dans une rédaction, donc c'était vraiment mon rêve, un aboutissement. Un aboutissement d'être embauchée dans une rédaction mode que je respectais, que je respecte énormément, l'Officiel, tu connais peut-être. Et donc voilà, je travaillais en tant que social editor, c'était mon titre. Donc je m'occupais en fait de créer des contenus pour leurs réseaux sociaux, pour le site, en collaboration avec des marques. Donc ça commençait déjà. C'était quelle époque ça? C'était en 2016. Ah oui, c'est hyper récent. Bah, ça fait 6 ans quand même. Ah ouais, non, d'accord. Moi, en fait, après 2015, j'ai l'impression que c'était hier. Mais ouais, ça fait déjà 6 ans quand même. Okay. Mais moi aussi. Mais bon, vous avez il n'y a pas si longtemps quand même. Rassurons-nous. Non, oui, c'est ça. C'était quand même il n'y a pas si longtemps. Et donc, au bout d'1 an et demi à peu près, j'ai démissionné parce que justement, je commençais un peu à gagner un peu d'argent avec les partenariats sur Instagram. Donc ça me permettait de vivre. Et j'ai décidé de démissionner pour me consacrer pleinement à la création de contenu. Et ça a fonctionné de cette façon. En fait, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur travail, évidemment. Ça, tu es bien placé pour le savoir. Même si on ne fait pas du tout le même type de contenu, tu sais qu'il y a beaucoup de travail à fournir derrière pour faire quelque chose qui te plaît, dont tu es fier. Carrément. Et il y a aussi un petit facteur chance, je pense. Je pense que c'est important de le dire parce que au moment où j'ai décidé de m'y consacrer, je pense que c'était un moment où c'était la mode des filles un peu parisiennes, tout ça, avec le lifestyle parisien. Chose que je suis à 10 000%. C'est vrai. Quand on voit ton compte, on sent que c'est pas fake, quoi. Bah, je suis comme ça, quoi. C'est vraiment le cliché... parisien. Et donc, je pense que voilà, c'est plusieurs choses en fait qui ont contribué au fait que ça ait marché et que j'ai pu en faire un métier. Est-ce que tu as changé ta façon de créer du contenu entre le moment où c'était un hobby et le moment où c'est devenu ton métier? J'ai totalement changé, je l'ai totalement professionnalisé. D'accord. Mais vraiment, il y a eu un avant-après. C'est-à-dire que, en fait, avant, j'avais pas le temps, tout simplement. Donc, je postais 1 photo par semaine
avec que me prenait un pote ou une copine, mon mec, le pauvre. T'inquiète, alors les mecs, ils ont subi. Ouais, mais ça va, je le sursollicite pas. Je le sursollicite pas. Et à partir du moment où j'ai décidé que ça allait être mon métier, eh bien, je l'ai professionnalisé. J'ai tout de suite commencé à collaborer avec des photographes et je me suis vite entourée. Ouais. Tu t'es entourée de qui au début, les premières personnes, tes premiers recrutements, entre guillemets? Ben, déjà... j'ai une des choses qui m'a, je pense, poussée inconsciemment, parce que c'était pas conscient, mais totalement inconsciemment, je pense que ça m'a donné la force de démissionner d'un CDI, qui était mon rêve, hein. Je le remets dans le contexte. Entre 2009 et 2016, j'ai enchaîné les stages et les années d'études avec ce seul but. C'était mon but, d'avoir un CDI dans une réaction. Mais comme quoi, c'est fou. Alors, je sors un peu de ce dont on parle, mais c'est intéressant, je trouve, de souligner que parfois, en fait, l'objectif en soi, tu vois, est plus un fantasme qu'autre chose, et qu'une fois qu'on l'a atteint, il n'y a plus le même sel, ou il n'y a plus... Alors, généralement, il faut retrouver un but derrière, tu vois. Mais c'est fou de te dire, en effet, t'as bossé pendant 6 ans entre les stages, les études, pour avoir ce que tu voulais vraiment. Ah oui. Et une fois que tu l'as, tu restes 1 an et demi et tu dis au revoir. Enfin, sans aucun jugement de ma part, parce que moi, je l'ai souvent fait aussi. Mais je trouve ça juste très intéressant sur ce que ça dit de l'humain et de son fonctionnement. Je pense que le voyage, entre guillemets, est plus beau que la destination, quoi, vraiment. Je pense qu'en tant qu'humain, on est plus porté par le fait d'atteindre un objectif que de l'atteindre. Parce qu'une fois qu'on l'a atteint, il n'y a plus... Enfin, c'est rare que tu te dises vraiment, ok, je suis là, je suis partie pour 10 ans d'épanouissement total vu que j'ai atteint mon but, quoi. C'est dommage, d'ailleurs, la vie serait peut-être plus simple comme ça. Ben, en tout cas, moi, j'ai vachement changé depuis cette époque. Justement, je vois plus les choses de la même manière. J'ai bien sûr que j'ai des buts, tu vois, que je me fixe. D'ailleurs, je pense que c'est important de se fixer des objectifs, objectifs et des objectifs le plus haut possible qu'on veuille, sans limite mentale, en fait. Parce que je pense que la limite mentale, ça joue énormément sur ce qu'on arrive à faire ou pas. Mais j'ai plus de fantasmes sur ces objectifs. Ça, c'est sûr. Et ça, je pense que c'est une leçon que j'en ai tirée, justement, de cette période... voilà, ce que j'ai digéré de cette façon, en fait, ça m'a fait grandir comme ça. Ça m'a fait grandir vers le non-fantasme, vers la non-idéalisation de certains Voilà, je me dis métiers, pas... je me dis plus... ah, j'ai coché cette case. Bon, bah voilà. Ouais. Parce qu'en effet, il se passe quoi derrière c'est pas... Maintenant, mon objectif de vie, mis à part les objectifs professionnel qu'on se met, etc., c'est d'être épanoui. C'est d'avoir une vie qui n'est pas pénible. Donc ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'est ça, c'est de ne pas avoir de pénibilité, de me réveiller heureuse, me coucher heureuse. Je sais pas, ça semble peut-être simple et bateau, mais... Bah non, mais en effet, que peut-on vraiment demander de plus? Est-ce qu'il y a eu une période de ta vie où c'était le cas, où entre guillemets, t'étais pas épanouie et c'est là où tu t'es dit mon objectif c'est de l'être? Mais oui, jusqu'à très récemment. Je pense que jusqu'à il y a 3-4 ans, parce que on a toujours des doutes, on doute de soi, on doute de sa légitimité, le syndrome de l'imposteur, même si peut-être que c'est sain aussi d'une certaine manière d'avoir le syndrome de l'imposteur, parce que ça permet de ne pas être trop sûr de soi, de toujours se remettre en question et d'avancer. Mais voilà, quand je faisais mes études et mes stages, évidemment, il y avait des périodes où... Enfin, il y avait des périodes, non, c'était tout le temps. Je me disais, mais pourquoi je fais ça? Est-ce que je vais réussir un jour? Le journalisme, en plus, ça commence à devenir bouché. Voilà, quel va être... Ouais, t'étais pas sereine, quoi. Professionnel. Et ça semble... Là, c'est très, très tourné vers le professionnel, tout ce que je dis, mais parce que le professionnel... je m'épanouis énormément, en fait, dans ce que je fais aujourd'hui. Et j'avais vraiment besoin, effectivement, de ce tournant-là, de ce changement-là. Je pense que le jour où j'ai démissionné, j'ai pris vraiment mon destin en main, quoi. Ouais, t'as pris le pouvoir de ta vie, c'est le thème du podcast. Yes. Et on est bon. Est-ce que, parce que j'ai l'impression, alors dis-moi exactement quand est-ce que t'as commencé à bosser sur Pushka, mais en fait j'ai l'impression que cet épanouissement coïncide un peu avec l'époque où t'as décidé de lancer Pushka, qui est donc ta marque de vêtements. Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est à ce moment-là où tu te dis, en fait je me sens
peut-être pas légitime et le fait d'avoir une marque de vêtements me permettra de gagner cette légitimité ou alors de, je sais pas, mettre plus à profit mes compétences. Il y a de ça, il y a clairement de ça parce que c'est vrai que on peut croire, on peut avoir l'impression que créatrice de contenu ou créateur de contenu, c'est pas un métier qui est valorisant, que c'est pas forcément un métier intellectuel, etc. Alors que il y a pas de différence pour moi à créer une belle image qui allait sur papier glacé il y a 10-15 ans versus la créer pour aller sur le téléphone ou sur l'ordinateur en fait. Mais voilà, je pense qu'il y a c'est pas suffisant en fait, comme si c'était pas suffisant, alors que ça l'est, je trouve. Mais je pense que oui, j'ai voulu faire ça déjà pour effectivement acquérir une légitimité de plus, et aussi parce que, et je trouve ça important de le dire, ces métiers-là, ces métiers d'image, c'est des métiers qui peuvent faire qu'on est très dépendant des autres. On est très dépendant des autres et du regard des autres, de l'amour des autres, pour vivre et gagner notre vie en fait. C'est vrai. Pour continuer. Que ce soit créateur de contenu, acteur, chanteur. Si demain j'étais chanteuse et que tout à coup ma musique n'était plus à la mode, c'est fini quoi. Voilà. Si demain j'étais actrice et que tout à coup aucun réalisateur n'a envie de tourner avec moi, voilà, je gagne plus ma vie. Donc Pushka, c'est aussi une façon pour moi de me diversifier et de, encore une fois, reprendre mon destin en main, de générer en fait ma propre richesse, même si on n'est pas encore là, mais bon. Ouais, de subvenir, comme tu dis, à tes besoins et sans devoir dépendre des marques, Je comprends tout à fait et je pense que c'est une réflexion qu'ont de plus en plus des créateurs. Je pense à la fois parce que ça fait rêver d'avoir sa marque quand on ne connaît pas toutes les galères qu'il y a derrière, mais que c'est aussi en effet un moyen de s'émanciper du joug des marques. Est-ce que pour toi c'était évident que cette diversification allait passer par une marque ? T'as pas eu d'autres projets, d'autres idées Alors pour moi c'était... Alors si, j'ai 1 milliard d'idées tout le temps. J'ai plein d'idées, mais la marque, ça c'était vraiment un truc... Enfin, je l'ai déjà dit je crois, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai depuis très 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 longtemps. Quand j'avais 14 ans, j'allais en vacances en Roumanie justement avec chez ma grand-mère, et à côté de son appartement il y avait une fille de mon âge et c'était ma meilleure copine de Roumanie, etc. Et on voulait créer une marque, et on avait dessiné des fringues, etc. On s'était déjà énormément projeté, donc j'étais en 3e. C'était précurseur. Et j'étais allée voir mon père en mode bon, alors comment on fait? Tu vas m'aider, etc. Il avait fait non. Démerde-toi. Ouais, exactement. Donc pour moi, Pushka, ça fait très très longtemps que je l'ai en tête. Et je suis une vraie fan de mode. J'aime énormément la mode, j'aime énormément le vintage, je le collectionne et depuis toujours de très nombreuses années. Donc c'est vraiment une continuité en fait, une continuation, une suite logique des choses, on va dire. Tu peux nous parler justement des débuts de Pushka, une fois que tu as l'idée, comment tu le mets en place, parce que on pense souvent que parce qu'on est créateur, créatrice, ça va être plus facile pour nous. Personnellement, dans mon cas, ça n'a pas été le cas. Enfin, tu vois, en fait, les usines, elles te connaissent pas, elles savent pas qui t'es, elles s'en foutent des réseaux sociaux. On n'a pas, enfin, en tout cas, moi, c'était différent. J'étais pas du tout dans le milieu de la mode, donc j'avais aucun contact. Comment ça s'est fait pour toi ? Et comment t'es passé de 0 à 1 ? Déjà, je pense que ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est plutôt que je n'ai pas fait, c'est-à-dire que je l'avais dans la tête, etc., mais je faisais rien du tout pour que ça se fasse, parce que j'avais souvent des propositions de personnes ou d'entreprises qui voulaient s'associer avec moi. Donc oui, quand tu dis que c'est plus facile pour les créateurs de contenu, en effet, ça peut l'être pour certains. Donc j'ai eu beaucoup de discussions. J'ai eu pas mal de discussions, dont certaines qui sont allées très loin, c'est jusqu'à la signature de contrats, etc., avec des entreprises qui faisaient vraiment rêver parce que ils avaient des marques d'énormes stars. Je te dirais pas besoin de dire, mais voilà. Donc voilà, forcément, t'es en mode waouh. Ouais, c'est un privilège, quoi, tu te sens... Exactement, tu te sens privilégié, etc. Et puis,
ça n'a jamais abouti parce que il me proposait pas des choses qui me correspondaient. C'est-à-dire que je pense qu'il y a, il y avait une forme d'opportunisme, ce qui est tout à fait normal puisque c'est un business is business, et je le comprends totalement. Une forme d'opportunisme de se dire, voilà, on va aller chercher une influenceuse qui a une communauté, et puis on va mettre son nom sur des vêtements, et puis ça va se vendre. Sauf que moi, c'est absolument pas la façon dont j'envisage les choses. Parce que, comme je te l'ai dit, j'aime réellement la mode, j'aime réellement les vêtements, m'habiller, etc. Et j'aime réellement créer, en fait. Créer l'image de ma marque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute l'image de Pushka, j'en suis la directrice artistique, donc c'est moi qui l'ai faite. Et j'ai pas envie de dire créer les vêtements parce que je suis pas styliste et que je travaille aux côtés de stylistes très talentueuses. Mais c'est quand même moi qui impulse vraiment l'idée des vêtements. Et je pense que ce serait impossible de faire fonctionner une marque de créateur de contenu, d'influenceur ou d'influenceuse, quelle qu'elle soit, si derrière on sent qu'il n'y a pas l'âme, qu'il n'y a pas la personnalité, en fait. Parce que effectivement, tu peux avoir la facilité de dire que tu as moins besoin de marketing, de payant, qu'une autre marque qui se lance de nulle part où, pour le coup, personne connaît. Parce que tu as déjà ta communauté, mais si en fait ta communauté elle sent que c'est pas toi, et elle va pas acheter. C'est vrai. Non, mais c'est important de le dire, et comme tu le dis, je pense qu'il y a des personnes qui se trompent sur le marché, on va dire, de l'influence, et qui voient juste des poules aux œufs d'or, alors qu'il y a beaucoup de cas qui montrent que s'il n'y a pas d'adéquation entre le produit et la personne, ça ne marche pas. Et même si toi, tu parles beaucoup de mode, en fait, si ça avait été des vêtements que toi-même, tu n'aurais pas vraiment aimé porter, dont tu n'avais pas été à l'origine, je pense que ça aurait moins plu, parce que ce qui plaît, c'est ton univers, ta patte, et c'est vrai que rien de mieux que de le faire soi-même. Je crois que quand on avait parlé, justement, quand on s'est rencontrés, tu me disais que tu attendais de vraiment rencontrer un ou une associée pour te lancer dans cette aventure. Du coup, comment ça s'est passé après ces contrats qui ne se sont pas faits parce que tu préférais vraiment être à l'origine de la marque? Il se passe combien de temps et comment tu rencontres ton futur associé? En fait, à partir du moment où ça ne s'est pas fait avec cette grande entreprise qui travaille avec des célébrités extrêmement connues, là, les semaines, c'est à son comble. Ouais, c'est marrant, je trouve. J'ai décidé en fait d'arrêter d'attendre que ce soit des personnes qui viennent à moi et de chercher, en fait. Voilà, tout simplement. Je me suis dit, maintenant, je vais activer mon réseau. Ça fait 10 ans que j'habite à Paris, plus d'ailleurs. Ça fait que je suis dans l'univers de la mode, etc. Je connais des gens, donc voilà, j'active. Ouais, t'es passée de la passivité entre guillemets à vraiment la proactivité. Exactement, j'ai mis en route la Sabina stagiaire de 2009. She's back. Ouais, voilà. Et puis c'est ça en fait, j'ai demandé autour de moi, j'ai pensé à des noms. Et c'est donc par le biais de mon avocate, qui, elle, est très connectée, connaît beaucoup de gens, qui m'a présenté mon associé Marcy de Soultray. À l'époque, je le rencontrais plus pour avoir des fonds, en fait, pour Pushka. J'avais déjà pensé au nom, j'avais déjà le logo, j'avais déjà entamé 2 collections. Donc, en tous les cas, les dessins, etc., penser à l'univers de la marque. J'avais déjà bien avancé en fait de mon côté quand je l'ai rencontré. Et puis en fait, il m'a proposé de s'associer. Et ça me correspondait parfaitement parce que il a une expertise dans le textile. Et il m'a mis à disposition une petite équipe qui travaille sur Pushka, parce que c'est encore une fois quelque chose que je n'aurais jamais pu faire seule. Et de toute façon, je n'avais pas l'envie de le faire seule, et c'est pour ça que je cherchais un associé. Et là, c'était, on va dire, la rencontre parfaite, parce que déjà, on a la même vision du business et de l'entrepreneuriat, je pense. Et il y a une équipe. Ouais, c'est vrai que ça aide au début. Parce que j'allais te demander qu'est-ce que tu n'avais pas anticipé dans les premiers mois, tu vois, de Pushka. Je trouve qu'on a tellement de
ouais, de choses à gérer. Il y a tellement de choses qu'on n'avait pas anticipées qu'on peut vite se sentir débordé. D'avoir une équipe, clairement, ça aide au début. Mais est-ce que comme ça, tu as eu des réalisations en fait, dont tu n'avais pas du tout conscience avant de te lancer? Ben, j'ai anticipé que j'allais rien anticiper. T'en avais conscience dès le début? Ah oui, oui. Ah oui, oui. En fait, si tu veux, j'avais aucune... Bah, en fait, j'ai totalement conscience de mes failles. Donc, moi, j'ai pas fait d'école de commerce. Je pense que je peux avoir une fibre entrepreneuriale et un peu de bon sens, mais ce n'est pas mon métier de faire un business plan. Ce n'est pas mon métier de gérer tout ce qui est opérationnel, logistique, etc. C'est vraiment des métiers, en fait. Et même le marketing, finalement, même ça, c'est pas mon métier. Après, alors, mais le débat est ouvert. Hein. Je fais partie, moi, des personnes qui pensent que tout s'apprend. Après, il y a clairement la question de ce qu'on aime faire qui, pour moi, est la plus importante. Mais tu vois, peut-être pour des personnes qui nous écoutent et qui se disent qu'ils peuvent pas se lancer parce qu'ils n'ont pas telle expertise, alors, autant être médecin, ça s'improvise pas. Autant, tu vois, dans l'entrepreneuriat, je pense que à force de faire, on apprend. Alors, ça prend plus de temps que s'il y avait quelqu'un d'expert au début, tu vois. Mais tu vois, je pense que si tu n'avais pas eu cet associé, tu vois, et que ça avait été peut-être quelqu'un d'autre qui était plus juste dans la logistique, tu aurais certainement mis les mains dans le marketing. Et en fait, tu te serais quand même bien démerdé, je pense, parce que voilà, tu itères, t'essayes, tu regardes ce qui marche, tu vois. Non, mais de toute façon, comment dire, je suis au fait de tous ces sujets, de toute façon, au sein de ma marque et de Pushka. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que tout s'apprend et qu'avec de la volonté, on peut faire énormément de choses. En revanche, pour ma part, je pense aussi que je ne peux pas tout faire et je préfère faire ce dans quoi je suis bonne. Et ce dans quoi tu apportes le plus de valeur. Et puis ce qui me plaît le plus. Et en l'occurrence, ce qui me plaît le plus, encore une fois, c'est tout ce qui va concerner le vêtement et l'image. Mais ça ne m'empêche pas de réfléchir à tous les autres sujets, puisque forcément c'est à moi. J'ai envie que ça fonctionne. J'y mets énormément de cœur, d'âme, d'énergie, de tout. Enfin, tu vois ce que c'est quand tu es dans ton lit et que tu réfléchis à ton petit bébé, quoi. Et t'as pensé, est-ce que dès le début, t'avais conscience de là où tu voulais l'emmener, ou c'était juste au début le côté j'ai envie de donner vie à ces vêtements et de les porter parce que c'est difficile, je trouve, de penser stratégie dès le début. Alors, il y a des gens qui y arrivent très bien, c'est pour ça que je te demande, et d'autres qui sont plus en mode jour le jour. Moi, je pense que je suis un peu des deux, parce que comme j'ai 34 ans dans 10 jours. J'ai déjà eu autour de moi des gens qui ont lancé des boîtes, ou qui ont essayé de lancer des boîtes, où il y avait beaucoup peut-être trop d'anticipation, trop d'envie rapide que les choses marchent très vite et très bien. Et du coup, moi, par exemple, c'est vraiment des choses qui m'ont marquée. Et donc, pour Pushka, je me suis toujours dit justement que je voulais absolument pas aller plus vite que la musique en ce qui concerne la marque. Je veux qu'elle grandisse au rythme auquel elle doit grandir. Mais j'ai envie qu'elle grandisse, forcément. C'est évident en fait. J'ai envie que ça fonctionne, j'ai envie que ça soit connu, que les vêtements plaisent et que ça devienne quelque chose de pérenne. Ça, c'est sûr. Tu peux nous parler un peu plus de ces erreurs, entre guillemets, que tu as observées autour de toi, qui peuvent peut-être aider des personnes qui nous écoutent, où tu t'es dit, ok, donc ça, je vois que c'est une potentielle épée, quoi, qu'on peut se planter. Ça, à mon avis, c'est pas le mode de développement qui fonctionnerait. De quoi tu avais conscience déjà dans les écueils dans lesquels il fallait pas que tu tombes? Comment dire? Je sais même pas par où commencer. Vas-y, hein, tu peux prendre le temps de réfléchir si tu veux, on peut couper. Hein. Je pense s'engager dans une association avec humilité, c'est hyper important, vraiment. Pas se dire on va être le prochain Amazon et puis on va faire ça tout de suite, on va lever des millions, immédiatement, sans avoir fait la preuve du concept avant. Et puis, quand je parle d'humilité aussi, avoir conscience que on a des failles, que les personnes avec qui tu travailles peuvent en avoir, et que toi-même tu peux en avoir, et que
une association qui marche bien aujourd'hui peut ne plus marcher demain. Et donc, se préparer à cette éventualité. Ne pas se dire, non, moi, ça ne m'arrivera pas. Ouais, t'es très lucide, quoi, sur... Je trouve ça très, très, très important de le savoir. Et d'ailleurs, je pense que... Mais c'est comme pour un mariage. Signer des contrats de mariage... Ça reste un contrat, quoi. C'est un contrat. C'est juste un contrat qui te protège un peu plus au cas où les choses tourneraient au vinaigre. Et on n'est pas à l'abri d'être surpris, même de soi-même. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment le truc numéro 1 qui m'est resté en tête, quoi. Il y a une question que je me pose par rapport à ton activité de créatrice de contenu, mais qui au final, je pense, est aussi liée à ta marque. C'est que toi, tu incarnes vraiment ce rôle de la Parisienne. Et bon, comme tu l'as dit, en fait, ça respire quand même toi et ce que tu es. Mais est-ce que c'est pas difficile parfois de toujours garder cette même image ? Est-ce que parfois, tu n'as pas envie de poster d'autres choses ? Est-ce que parfois, tu n'as pas envie de raconter autre chose ? Et tu vois, est-ce que tu penses peut-être au jour où, en fait, cette image te correspondra peut-être plus ? Ben non, c'est peut-être plus... Je le vois plutôt de façon inverse. Je pense plus au jour où cette image ne sera plus à la mode et moi, je serai toujours comme ça. Parce que, effectivement, c'est comme je te disais tout à l'heure, je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça a marché pour moi, outre le fait d'avoir beaucoup travaillé, c'est vraiment le facteur chance. C'est le fait que au moment où j'ai décidé de plus me montrer sur les réseaux, plus faire de contenu, etc., de cette façon-là, c'était à la mode, cette image très parisienne, etc. Je dis pas du tout que c'est plus à la mode. Et d'ailleurs, je pense que ça le sera toujours d'une certaine façon parce que le lifestyle parisien, le lifestyle français, c'est quelque chose qui nous est envié internationalement et quelque chose qui est incopiable. C'est vrai. C'est impossible de le reproduire avec authenticité si tu l'es pas, en fait. Mais c'est marrant parce que d'un certain côté, et je te challenge, mais d'un certain côté, c'est pourtant ce que tu vends, entre guillemets, aux personnes qui te suivent. Ce côté, en fait, ces personnes-là veulent te ressembler, aspirent à avoir cette coolitude un peu parisienne, alors que, ouais, en fait, c'est juste ta personne et ce dans quoi t'as baigné, quoi. C'est ça, et je pense que enfin moi en tout cas, c'est vraiment... tu vois, par exemple, la double culture, ça me permet d'avoir un recul là-dessus. C'est vrai. Et parce que ça me permet aussi d'observer finalement, presque d'un œil extérieur, ces choses de la culture française qui font que c'est une culture qui fascine à l'étranger. Et c'est pour ça, je pense, que je me rends compte et que je réalise que ce n'est pas reproductible. Ce ne peut pas... L'authenticité, en fait, elle ne peut pas être copiée. C'est vrai, elle ne peut pas être répliquée, ouais. C'est une source d'inspiration, en fait. Mais alors, il y a une question que je me pose quand même aussi pour être dans cette veine des réseaux sociaux qui aspirent à relâcher la comparaison et voilà, être plus dans le bien-être physique et mental. Est-ce que toi, t'as pas souffert de cette image parfaite de la Parisienne où on attend vraiment que ce soit, j'allais dire physiquement, c'est principalement physiquement en fait, tu vois, vraiment cette perfection, ce standard idéal. Première question, est-ce que t'en as pas souffert ? Et deuxième question, est-ce que t'as pas peur, malgré toi, de contribuer à peut-être des complexes ou le fait des femmes ne se sentent pas assez. Alors bon, c'est compliqué comme question parce que t'es juste toi-même, mais tu vois, est-ce que c'est des réflexions que t'as eues ? Alors totalement, et oui, je sais pas si je pourrais dire que j'en ai souffert, mais en tous les cas j'ai ressenti cette pression, ça c'est sûr, et que ce soit pour la silhouette ou pour n'importe quel petit détail, comme par exemple avoir toujours les cheveux propres et bien coiffés et toujours les ongles faits. Oui, franchement, je pense que j'y ai contribué et je pense que je l'ai subi à la fois pendant plusieurs années. Et ça fait pas si longtemps que ça que je m'en libère un petit peu. Je m'en libère un petit peu. Je pense pas que ce soit... à 100%, mais par exemple, me montrer postpartum telle que j'étais juste après avoir accouché, et même enceinte d'ailleurs, parce que avant, je te disais, quand on n'enregistrait pas, que j'avais pris 28 kilos pendant ma grossesse. Et montrer ça, il y a quelques années, ça aurait été inconcevable pour moi. J'aurais soit essayé de dissimuler, soit, je le dis franchement, retouché.
Et chose que je ne fais absolument plus aujourd'hui. Et d'une part parce que je pense que j'ai vieilli et que je me rends beaucoup plus compte de l'impact que ça peut avoir, justement, ces images-là, de perfection fausse, puisque ça n'existe pas ailleurs que dans le téléphone, cette perfection-là. L'impact que ça a eu sur moi. Et d'autre part... j'ai perdu le fil de ma pensée. Non, mais tu disais qu'en effet, tu t'es montrée telle que t'étais postpartum et que tu réussissais un peu plus. Est-ce que c'est après ta grossesse, justement, que t'as réussi à te libérer un peu plus de cette pression de la perfection, ou si c'est pas ça, qu'est-ce qui t'a aidé Je pense que c'était un peu avant quand même, mais oui, la grossesse, ça m'a complètement libérée. En fait, je me suis dit, je suis comme ça, donc... Voilà. Ouais. Et puis en plus, le fait que ce soit par la naissance d'un autre être, je pense qu'il y a un côté où tu te blâmes moins que... Enfin, moi, je sais qu'à l'époque où je rejetais mon corps, tu vois, je m'en voulais à moi-même d'être comme ça. Mais alors, quand c'est parce que tu donnes la vie, il y a un côté où tu vois quand même le pendant positif de cette prise de poids. Ah ouais. Bah, t'es quand même... Enfin, moi, le rapport au corps pendant la grossesse, j'ai trouvé ça... Enfin, moi, j'ai très, très, très mal vécu, justement, le fait de ne plus être maître de mon corps. Mon corps, je l'ai toujours énormément contrôlé en ayant une alimentation très saine, en faisant beaucoup de sport, en contrôlant, finalement, son aspect et ma santé. Et enceinte, j'ai tout perdu sous contrôle. Et je l'ai très mal vécu. Ouais. C'était horrible, vraiment. Oui, parce que t'avais des cravings, t'avais peut-être plus envie de faire du sport. Enfin, j'ai fait zéro sport. Quoi. Ouais. j'ai fait zéro sport. J'avais effectivement des fringales. Et puis de toute façon, je gonflais à vue d'œil parce que j'avais de la rétention d'eau et que, bref. Ouais. Enfin, c'était comme ça, quoi. Et c'était dur. Et en même temps, c'est pour ça que, par exemple, pour moi, je voulais me montrer tel que j'étais, tel que je suis, parce que c'est comme ça, en fait, dans la vie, on change. Et surtout le corps des femmes, notamment pendant une grossesse. Enfin, d'ailleurs, non, le corps des hommes aussi, c'est bizarre de dire sur le corps des femmes. Mais la grossesse, on est quand même plus sujette aux variations de poids du fait de nos hormones et tout. Voilà. Et la pression est quand même supérieure. Voilà. Et pour moi, c'était plus du body réalisme, tu vois. Ouais. Juste... Ouais. Mais c'est ça qui aide le plus. Hein. J'ai lancé un hashtag qui s'appelle On veut du vrai. Ouais. Et en fait, juste de montrer le vrai, c'est ce qui fait le plus de bien, parce que c'est réaliser que peut-être l'exigence qu'on a envers nous-mêmes, là où quand on voit des corps retouchés, on se dit qu'elle est légitime parce que si telle personne ressemble à ça, ça veut dire que nous aussi on peut y arriver. Quand on voit qu'en fait cette personne-là ne ressemble en fait pas à ça parce que en fait elle a aussi pris du poids, parce que en fait quand elle retouche pas ses photos, elle a de la cellulite, ça décomplexe énormément, parce que je pense qu'on s'enlève cette exigence qu'on se met envers nous-mêmes, quoi. C'est ça. Et voilà, pour moi, c'est maintenant, c'est plus du tout quelque chose que j'ai envie de faire, en fait, de montrer une image trop lisse, trop parfaite. Et d'ailleurs, je trouve que y a moins de charme aussi à la perfection. Enfin, en fait, c'est vrai. Je le pense vraiment. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est que justement, quand je véhiculais, quand je faisais très, très, très attention à ce que ce soit toujours parfait, etc. Mais attention, je dis pas que je le fais plus du tout. Hein. Enfin, je fais quand même attention. Ce serait mentir que de dire que je veux pas proposer des belles images, tu vois. Mais en tous les cas, avant, c'était exacerbé. Et j'étais terrorisée par le fait qu'on puisse me voir en vrai, me croiser dans la rue et être déçue. Et du coup, maintenant, je ne le suis plus, puisque maintenant, je montre exactement. Ouais. Et j'en rigole même, parce que je me dis, je pense que j'ai vraiment pas fait rêver grand monde sur les réseaux sociaux avec ma grossesse, que j'ai vraiment beaucoup dit mes ressentis, etc. Mais oui, je me suis aussi un peu libérée de cette façon-là, on va dire. Non, c'est hyper intéressant, en effet. C'est pour ça que ça sert tout le monde, au final, de montrer du vrai. C'est que les autres le vivent mieux. Toi, tu le vis mieux parce que t'as pas cette pression de décevoir. Et puis même, je sais pas si quand tu regardais dans la glace, mais tu vois, je trouve un truc qui est horrible, c'est qu'en fait, on encourage vraiment les femmes à se détester au naturel.
Ouais. On encourage vraiment à considérer le naturel comme un état de sas avant l'étape du make-up, de la coiffure, de la tenue. Et tu vois, ça peut faire plaisir de se saper, tu vois, de temps en temps, franchement, c'est vrai que ça peut te booster parce que voilà, la société nous rend plus désirables comme ça. Mais si derrière, quand tu te démaquilles le soir, moi je sais que pendant longtemps, je me trouvais infâme. Enfin, je ne sortais pas dans la rue si je n'étais pas maquillée, pas un minimum habillée. Et quand on y pense, je trouve ça assez dingue qu'on ait à ce point-là commencé à se sentir pas assez s'il n'y avait pas un travail derrière d'éditorialisation de nous-mêmes. D'éditorialisation, ouais, c'est vrai. Bah après, ouais, je pense que t'as raison. Moi, je sais pas le maquillage parce que pour le coup, j'ai jamais abusé du make-up dans mon quotidien. Même si j'adore ça, attention. J'adore non, mais en plus, franchement, on peut adorer pour plein d'autres raisons, tu vois. Ouais. C'est un outil de transformation, de créativité qui est beau. Hein. Ouais, genre sur des shootings, des choses comme ça, ma passion, un beau make-up. Mais dans la vraie vie... la flemme prend le dessus. Exactement. En fait, moi, c'est pareil. Depuis le confinement, en fait, non, mais moi, c'est même pire. C'est pire. C'est qu'en fait, j'ai pas la flemme de me maquiller, j'ai la flemme de me démaquiller. Ah oui, c'est vrai. Je pense que beaucoup de femmes peuvent relate à ces propos. Ça c'est clair. Donc, mais par contre, oui, c'est sûr qu'il y a le reste. De la même façon pour toi. Enfin, pour toi, ça pouvait être le make-up. Moi, ça va être, je sais pas, les racines de mes cheveux. Si elles sont pas faites depuis très longtemps, je le vis très mal. J'ai besoin d'aller le refaire, etc. Mais... Et je me demandais, parce qu'on avait parlé... Donc, on a peut parler du contrôle que tu avais par rapport à ton alimentation, ton corps, et en off, quand on préparait ces fameux cafés, on a parlé du sommeil. Est-ce que toi, tu as vécu comme ça des changements dans ta vie où tu as réalisé que abandonner telle ou telle habitude t'aidait à être, tu vois, mieux dans ta peau, mieux dans ta vie, tu vois, que ce soit dormir plus, que ce soit changer d'alimentation, que ce soit, je sais pas, abandonner une habitude un peu toxique que t'avais? Mais j'ai abandonné plein d'habitudes toxiques parce que je pense que j'ai un tempérament assez tout ou rien. Donc j'ai abandonné la cigarette. Bravo. C'est pas mal. J'ai abandonné la nourriture qui me faisait pas du bien à mon corps. C'est-à-dire j'ai fait un rééquilibrage alimentaire il y a 5 ans. Et ça a vraiment changé ma vie pour le mieux. Ça a tout changé, quoi. Ça m'a permis d'avoir beaucoup d'énergie, de mieux dormir, d'avoir une plus belle peau, enfin vraiment de me sentir bien, et puis même dans la tête surtout, avant tout. Et puis j'ai abandonné le fait de me coucher tard, de me coucher très tard et de me lever trop tôt, donc de pas dormir assez. Ça, c'est aussi, j'en avais parlé d'ailleurs sur mon Instagram, le livre Pourquoi nous dormons, qui a vraiment changé ma vision du sommeil et de la vie. En fait, c'est vraiment des piliers de la vie, de la santé, le sommeil, l'alimentation et le stress. Mais ça, je pense que tout le monde n'a pas la capacité de le contrôler. Mais pour moi, je pense que j'ai aussi abandonné le stress. Alors, ça peut paraître paradoxal parce que j'ai une vie professionnelle intense et personnelle aussi. Mais j'ai vraiment... au quotidien, j'essaye toujours de faire en sorte de ne pas me laisser submerger par le stress. Je me dis tout le temps que les choses ne sont pas graves. Non, c'est vrai. Alors, je pense que moi, j'ai tenu longtemps aussi ce discours. En fait, je pense que c'est contrôlable quand c'est pas pathologique, quoi. Oui. Quand c'est du stress quotidien, on peut réussir à relativiser. Et en fait, vraiment, je me disais, bon, en soi, personne n'est mort, tu vois. C'est con, mais en fait, ça peut aider. Mais après, c'est vrai que quand on a un problème plus important, ça peut parfois être très culpabilisant, je trouve, d'entendre... c'est pour ça que moi, je le dis maintenant vachement. En fait, c'est vrai que l'alimentation, le sommeil, le sport, ça, c'est des piliers quand tu vas bien. Parce qu'en fait, quand tu vas mal, t'as beau changer ton alimentation, le sport, et tu vois, et parfois, ça sert à rien. Et c'est vrai que... Enfin, moi, je sais que j'écoute certains podcasts où, selon certaines personnes, tu vois, on peut réussir à transformer sa vie juste en se levant tous les matins et en méditant et tu vois, en te préparant un bon petit-déj. Et en fait, ça peut être... c'est un peu un pendant du développement personnel qui est dangereux, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu peux vite te sentir comme une merde, en fait, de pourquoi moi, ça marche pas Non, oui, alors attention, mais je pense pas du tout que tu puisses transformer ta vie entièrement. Mais moi, je parle vraiment de santé. Ouais. Et par contre, je pense, ça, je suis convaincue, mais bon, je
pense que je dois pas être la seule, qu'une bonne alimentation et suffisamment de sommeil, un sommeil de qualité, ça t'apporte la santé physique, ça te maintient en bonne santé. Donc, et quand t'as la santé, t'as tout. Ouais, c'est sûr. Ouais, non, ça paraît anodin, mais ça l'est pas. Bah ouais, c'est ça, exactement. Pour revenir à Pouchka, j'avais quelques dernières questions, notamment, qu'est-ce qui t'a... Enfin, est-ce qu'il y a des figures, des marques, des personnes qui t'inspirent, tu vois, qui ont été, que ce soit dans l'image ou que ce soit dans le business, qui t'ont aidé à développer Pouchka? Alors, bah oui, forcément, je pense que il y a plein de marques qui m'inspirent, que je regarde, évidemment, des success stories, que ce soit à l'étranger comme Reformation ou en France comme Cézanne. Enfin, tout le monde admire le succès de Cézanne. Ou d'autres influenceuses qui ont créé des très jolies marques qui fonctionnent bien. Mais je pense que c'est hyper important de regarder ce que font les autres pour s'en inspirer en termes de business. Parce que... En fait, je pars du principe qu'à partir du moment où tout le monde fait quelque chose, c'est qu'il faut peut-être le faire. Je parle par exemple dans des actions marketing ou ce genre de choses un peu plus pragmatiques, quoi. Après, je pense aussi que c'est très 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 important de ne pas trop se laisser influencer et de tracer sa propre route. Mais de toute façon, quand tu fais les choses avec le cœur et ta propre envie... Enfin, je pense que toi, c'est pareil pour ta marque. Évidemment que t'as comparé, t'as regardé, t'as fait du learning ou je sais pas comment. Ouais, de la veille. Voilà, de la veille, t'as benchmarké ce que faisaient les autres marques de lingerie. Mais ta marque à toi, elle est unique parce qu'elle vient de toi et de ton envie, de ton idée et de ce que tu aimes. Ouais. Donc, en fait, c'est ça qui fait la singularité de nos personnes font que aucune marque pourrait être similaire. Exact. Et je pense que personne ne sera jamais Cézanne, personne ne sera jamais Reformation parce que c'est la même chose. Les filles qui l'ont créé, elles ont fait pareil. Je suppose qu'elles ont dû faire pareil. Elles ont dû benchmarker des marques qui leur plaisaient et se dire... moi, c'est cet univers que je veux créer. Voilà. Ouais, mais ce qui est triste, d'un autre côté, après c'est une réflexion plus globale sur l'univers de la mode, mais en fait, je trouve que cette singularité qu'apportent les créatrices, les marques indépendantes, c'est tellement difficile de concurrencer avec la fast fashion, où, tu vois, j'ai appris récemment que Shein, donc je savais que c'était évidemment la catastrophe en termes environnementaux, mais en fait Shein, c'est littéralement une usine où on dit aux stylistes, je sais même pas si on peut vraiment... Enfin si, ça doit être quand même des stylistes, mais où en fait dès que genre Kylie Jenner a porté un haut, un bas sur une photo Insta, en fait on les mobilise pour qu'elles le dessinent, pour que ça parte à l'usine, et comme elles détiennent leurs usines, que c'est un truc vraiment d'ultra fast fashion, en fait il faut que la semaine prochaine ou quelques jours après, le dupe soit prêt à être mis sur le marché à des prix hyper compétitifs. Et en fait, parfois, je trouve que, je sais pas ce que tu ressens, mais quand on essaie de faire les choses bien, quand du coup on a aussi des prix plus chers, parce qu'on essaie de rémunérer justement toutes les personnes dans la chaîne de production, je trouve ça parfois un peu désespérant, quoi, de dire en fait la concurrence elle est pas fair, quoi, elle est pas équitable, on joue pas avec les mêmes outils et on n'a pas la même puissance de frappe et c'est entre guillemets les gagnants, quoi. Bah oui, complètement. Et c'est totalement désespérant. Et d'autant plus que la grande majorité des gens ne comprennent pas le prix des choses, en fait, tout simplement. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte quand on a lancé Pouchka, que les gens ne se rendaient pas compte de ce que coûtaient les choses. Et parce qu'on est trop habitué à avoir des t-shirts à 5 € de chez Shein ou autre, voilà. Et effectivement, c'est un travail d'éducation à faire. C'est un travail d'éducation à faire, et en même temps, je pense aussi qu'il y a quand même, il y en a quand même pour tout le monde. Il y a aussi de la place. Il y a quand même des gens comme toi et moi, par exemple, qui aimons... et toutes les personnes qui nous écoutent. Et toutes les personnes qui nous écoutent, même si je ne les connais pas, mais je n'en doute pas un instant. Voilà, qui aiment les choses plus durables, et sans même parler d'éco-responsabilité, mais juste au minimum équitable, dans le sens où chaque personne de la chaîne de production est payée équitablement, comme tu l'as dit. Est-ce que toi, pour le coup, l'éco-responsabilité, c'est une problématique que tu avais en lançant Pouchka ? Franchement, j'ai pas envie de dire oui, parce que si j'avais vraiment cette problématique, j'aurais pas de marque. Donc, c'est sûr. Après,
C'est une marque qu'on fabrique en Europe, donc on a essayé de faire le circuit le plus court possible. Pour nous, à l'heure actuelle, c'est pas possible de fabriquer en France parce que c'est trop cher et que on n'a pas la clientèle pour, je pense, actuellement. Non, mais c'est vrai, c'est le paradoxe du Made in France où beaucoup de gens veulent que ce soit Made in France, mais ils ne sont pas prêts à mettre le prix pour que ce soit Made in France. Bah oui. C'est fou, hein, on se rend vraiment pas compte, mais c'est 35% à 40% plus cher, en fait, un produit fini. Oui, Puis en France, minimum. on a les salaires minimum en France qui sont, heureusement qu'ils sont là, mais c'est qu'en fait, du coup, la main-d'œuvre coûte extrêmement cher et il n'y a même pas les mêmes systèmes, on va dire, d'efficience, tu vois, de la chaîne de production qui font que c'est vraiment de l'artisanat et je pense que c'est bien pour un certain type de produit, mais que c'est pas destiné à... Et ça veut pas forcément dire que c'est plus responsable. Dans le sens où, enfin, tu vois, un Paris-Nice, nous, on produit au Portugal, c'est quasiment la même chose, tu vois. Ah oui. Et ça permet d'être plus accessible. Donc ça, c'est vrai que c'est des choix à faire. Exact. C'est des choix à faire, mais par exemple, je sais pas comment dire. Pour moi, j'ai pas du tout envie, pour ma marque, d'être dans le greenwashing. Donc, j'ai même pas envie de parler d'éco-responsabilité ou ce genre de choses. Je préfère en fait faire. Ouais. C'est sûr que à l'heure actuelle, et depuis le début, j'ai toujours voulu faire du mieux que je pouvais pour ma marque. Et c'est déjà pas mal. Si toutes les marques pouvaient faire ça. Et je pense qu'il y a une place à l'amélioration très largement. Et plus on aura plus Pushka sera connu et plus Pushka aura de gens qui aiment la marque, plus on aura cette possibilité aussi d'aller plus loin dans cet engagement. Génial. J'ai quelques petites dernières questions pour toi. Est-ce que tu peux nous partager une ressource, un livre par exemple, que tu as beaucoup apprécié, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent? Oh là là. Allez, ça, j'y ai pas du tout pensé, mais il y en a plein dans un livre que j'ai beaucoup apprécié. Tu vois que tu pourrais recommander, offrir à une personne dans ton entourage? Tu me poses une colle. Moi, quand je sais pas quoi lire, je regarde dans la liste des Goncourt. C'est un très bon conseil. Donc, il y avait un livre que j'avais adoré un été quand j'étais partie en Italie. C'était parfait de lire ça à ce moment-là. C'était Le Soleil d'Escorta. Il y en avait un autre que j'avais lu en vacances sur Zelda Fitzgerald. Mais il faudrait que je retrouve le titre. Bon, de toute façon, allez voir dans la liste des Goncourt, vous trouverez. Vous trouverez de bons livres. Chansons douces. Ouais. Je mettrai ça dans les notes du podcast. Si tu pouvais écouter, entendre quelqu'un sur InPower, qui est-ce que tu aimerais entendre? Léna Situation. Ok. Écoute, ouais, je crois qu'elle a déménagé aux États-Unis, mais peut-être quand elle repassera à Paris. Et je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie? Putain, c'est chaud. Ouais. J'avais pas écouté, j'avais pas eu le temps d'écouter. Mais tant mieux, moi je préfère que ce soit pas préparé. Prendre le pouvoir de sa vie, c'est être maître de son destin et faire les choses pour soi et pas pour les autres, tout simplement. Super. Bah écoute, merci beaucoup Sabina pour cette conversation, pour cet échange hyper enrichissant. Pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Eh bien, sur mon Instagram, Sabina Sokol. Super. Et puis je mettrai aussi le Insta de Pushka dans les notes du podcast. Et je te dis à très vite. À très vite, merci beaucoup.